Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du mois dans 10 jours. C'est le premier tour des élections législatives et c'est l'une des questions qui fait parler dans les milieux politiques. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, arrivera-t-il à réussir son pari de remporter les élections législatives en se faisant élire Premier ministre au fur et à mesure des sondages? La NUP ou NUPES grappille vague après vague des sièges au Palais Bourbon, empiétant de plus en plus les chances de majorité absolue pour le parti présidentiel. Mais nous, chez Purpose, on a voulu avoir votre avis. Vous êtes plus de 3000 à avoir voté sur notre plateforme pour répondre à la question suivante. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, souhaitez-vous une cohabitation? Et vous pouvez encore voter, je vous mets le lien dans le chat dans quelques instants. Et pour éclaircir cette question, aujourd'hui je reçois Sophie de Ravinel. Bonjour Hugo. Bonjour, grande reporter au service politique du Figaro, journaliste tout simplement, spécialisée sur les questions de gauche, comme dirait l'autre. Ouais. Et si vous avez des questions pour Sophie, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc moi je vais te poser la première question tout d'abord, c'est qui Jean-Luc Mélenchon? C'est le leader des Insoumis. C'est sans doute le meilleur orateur de la France Insoumise, évidemment peut-être aussi encore le meilleur orateur de la vie politique récente. D'ailleurs, beaucoup le reconnaissent. Un tribun et puis un très fin tacticien. Très fin tacticien. Très fin tacticien parce que ce coup, justement, qui est l'objet de votre émission ce matin, Hugo, c'est un petit peu un coup de maître. Il l'avait déjà esquissé en 2017, mais c'était sous une espèce d'immense déception qu'il n'avait pas bien su gérer, parce qu'il était arrivé très haut, moins haut que cette fois-ci, mais tout de même. Et il était dans le ressentiment, dans la colère, il avait refusé le score. Cette fois-ci, rien à voir. Il a tout assumé et il a invoqué ce troisième tour, qui est une espèce de coup de com', mais qui n'est pas complètement faux du point de vue de la Constitution, qui est de dire, eh bien écoutez, voilà, vous n'avez pas voté pour moi suffisamment à la présidentielle, vous pouvez encore vous rattraper avec ce troisième tour parlementaire qui a lieu les 12 et 19 juin. Et donc ça a été l'essentiel de leur communication tout de suite après la présidentielle, et ça a été un petit peu... C'est même pendant l'entre-deux tours, il a vraiment occulté même le débat d'entre-deux tours avec cette proposition sur BFM TV. Oui, tout à fait, mais c'est surtout explosé après, évidemment. Et il y a pensé, toi qui connais bien l'intérieur de tout ça, il a pensé à quand? Est-ce que c'est un truc qui s'est dit, après le second tour, je demande aux gars de m'élire Premier ministre, ou est-ce que dès le premier tour, avant même le premier tour, il disait, bon, si ça passe pas, je leur dis de m'élire Premier ministre? Alors en fait, c'est quelque chose, comme je te disais, qui a commencé un petit peu à émerger en 2017. Ouais. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des morceaux d'émissions sur, je crois, ça devait être BFM ou une autre, voilà, dans laquelle il disait « Mais vous pouvez encore, si vous le souhaitez, m'élire Premier ministre. » Bon, donc, mais il n'avait pas insisté là-dessus. C'était quelque chose qui était arrivé, disons, 7-8 jours après le deuxième tour. Et là, il semblerait qu'il en ait parlé effectivement avec certains anciens camarades. Alors j'ai discuté à Montpellier avec d'ailleurs un suppléant candidat aux législatives et un de ses très anciens camarades qui s'appelle René Revol, qui avait lui-même sur Internet lancé sur Twitter un petit message en disant « Maintenant, nous allons le porter à Matignon ». C'était quelques jours avant que Jean-Luc Mélenchon ne le suggère lui-même. Il dit en avoir parlé avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est lui qui était à l'initiative? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu autour de lui cette comme toujours, association de stratèges, parce que c'est vraiment ce qui fait leur force en matière politique. Et donc, ça a pris, oui, cette année. D'accord, je salue les personnes dans le chat. On a Gabriel Attab, Kernaker, Nerel, Stibo. Kernaker qui nous dit spécialiste de la gauche au fixe, c'est original. Ah oui. On a dû souvent te lever de la faire cette fois. Ah oui, bah évidemment, j'étais souvent de fait. Mais on reconnaît aussi, je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais que le Figaro, le suivi de la gauche avec Pierre Lepelletier, qui est mon binôme très apprécié, on travaille très bien tous les deux. Pierre Lepelletier et moi, on a la chance de regarder, paradoxalement, on n'est pas les plus près de la bouche du canon, c'est-à-dire que notre journal étant plutôt situé à droite, la ligne éditoriale, centre-droit, voilà, eh bien la gauche peut être traitée avec une certaine indépendance, et donc en tout cas on nous reconnaît d'avoir des informations et de les traiter au maximum avec indépendance.
Et justement, je regardais là pour préparer l'émission une de tes interviews pour Le Figaro, justement, en format story sur la Ouais. chaîne YouTube. T'expliquais que Jean-Luc Mélenchon, il pouvait être très fluctuant dans son comportement au jour le jour. Oui. Est-ce que ça risque pas, s'il devient Premier ministre, de desservir d'avoir un PM qui un jour, il va dire bonjour mes copains et après, cassez-vous, je veux pas vous voir. Ah, Pour résumer, ouais, ouais, pour résumer, bien sûr. l'idée. Je pense qu'il est, si jamais il devait accéder à ce type de fonction, ce qui n'est quand même aujourd'hui pas très réaliste, Mm. on le développera sans doute. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas justement assez stable dans son humeur. C'est sûr que on a quand même à ce niveau de responsabilité un devoir de contenir les émotions qui peuvent traverser ces personnages de l'État. Je pense que tous les premiers ministres, de toute façon, ont des réputations assez rudes. Je pense que Ségolène Royal aussi, hein, pour parler des proches de Jean-Luc Mélenchon désormais. Ségolène Royal aussi avait la réputation d'être assez intraitable dans sa façon de travailler. Elisabeth Borne aussi a la réputation d'avoir une forte autorité. Je pense que de toute façon, c'est indispensable. Et puis les humeurs des uns et des autres, elles passent, et la sienne propre passe à l'arrière-plan quand on occupe ce type de fonction. Vaut mieux éviter d'être un capitaine de pédalo, par exemple. Absolument, oui. Voilà. Mais après, bon, on est capitaine de ce qu'on peut et de ce que l'on construit. Tout à fait. On a Thibaut dans le chat qui me dit franchement, vos articles avec Pierre Lepelletier sont excellents. J'ai jamais autant lu Le Figaro que pendant cette présidentielle. Merci beaucoup, On a des Thibaut, fans. c'est vraiment sympa. On a des fans dans le chat. Merci Thibaut. Je pensais là en préparant l'émission à une phrase de Maurice Leroy, député du Loir, enfin ancien député du Loir-et-Cher, oui, que je connais, de l'Assemblée, que je connais très bien. Il avait dit en 2010 dans une interview à Cyril Eldin en parlant de Jean-François Copé, il y en a depuis qu'ils sont gamins, ils pensent à être président, ils pensent à être président, ils pensent à être président. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il rentre dans cette catégorie de... Il pense à la présidentielle ou au à Matignon depuis très très longtemps? En tout cas, c'est évidemment quelqu'un qui a été animé par l'ambition politique depuis toujours, depuis ses premières années dans le Jura, ses années de militance syndicale, politique à la gauche de la gauche trotskiste. Donc c'était d'abord un engagement syndical qui s'est transformé en engagement politique au PS. Est-ce qu'il pensait un jour occuper la fonction suprême ? Il avait une très 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 forte admiration pour François Mitterrand. C'est évident, il l'a beaucoup dit. C'est quelqu'un qui avait eu aussi dans son parcours, il a été secrétaire d'État avec Lionel Jospin. Il avait cette même admiration pour Lionel Jospin. C'est quelqu'un qui respecte l'autorité et qui incarne lui-même l'autorité. Je ne sais pas quand, il faudrait lui poser la question, peut-être à l'occasion d'un documentaire. Jean-Luc Mélenchon, si vous voyez ça, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. À quel moment l'idée qu'il puisse être chef d'État a émergé. Je pense qu'il a pensé faire son chemin au sein du PS, il a voulu incarner cette aile gauche avec d'autres. Hein. Il y avait Marie-Noëlle Lunemann, il y avait Julien Drey à l'époque, il y avait Gérard Filoche, il y avait tout un noyau de personnes très engagées, lequel pensait être chef d'État, je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que lorsqu'il a quitté le PS à l'occasion du congrès de Reims, de toute cette époque, après 2005, après il y a vraiment eu un chemin sur le rapport à l'Europe, eh bien quand il a créé le parti de gauche, il y avait vraiment l'idée de pouvoir évidemment briguer la fonction suprême. Est-ce qu'il croyait pouvoir y arriver? Je ne sais pas, les choses se sont nouées, j'allais dire, pas à pas, entre 2008 et 2012. Et puis évidemment, 2012, le score n'était pas très mauvais, voire même assez bon. C'était 11%, un peu plus d'11%, il faudrait regarder. Et puis, c'est ensuite 2017 que la question s'est reposée pour lui, évidemment, et que il y a eu une espèce de montée très forte. Et puis, évidemment... 11-10 pour être précis. 11-10, voilà, j'étais pas trop loin, il me manquait 0,10 points. 0,1. Ouais, comme bien souvent, il manque 0,1 point dans les élections. C'est toujours à quelques centaines de milliers de voix près. C'est ça. Je voulais te poser une question, tu parlais de Lionel Jospin et de comment ça avait impacté Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a mal pris le fait que Jospin soutienne Lamina El Arach plutôt que Daniel Simonet à Paris, ou est-ce que tu penses que ça lui est passé au-dessus? Non, je ne pense pas que ça lui soit passé au-dessus. C'est le genre de blessure
Je pense qu'il s'est dit, pour sans doute essayer de se conforter un peu, que Lionel Jospin obéissait à des fidélités parisiennes et puis républicaines aussi. Je pense que Lionel Jospin a vraiment eu une rencontre avec Lamia El Harraj et a vraiment un lien fort qui s'est noué entre eux. J'en ai discuté avec quelques-uns qui les connaissent tous les deux. Et puis cet engagement républicain, laïque aussi sans doute, auquel tient Lionel Jospin, qui a pu jouer, non pas que Danielle Simonet n'incarne pas cette laïcité-là, mais je pense que Lionel Jospin souhaitait qu'elle soit présente au sein du PS et que Lamia El Harraj retourne au PS, parce qu'il y a quand même une forme d'injustice quand on écoute les arguments du PS. Lamia El Harraj, elle est sortante. Moi, je trouve ça assez spécieux de dire qu'elle ne l'est pas. L'élection a été annulée pour des raisons qui ne dépendent pas d'elle. Rappelons que c'était un candidat qui s'était présenté sous l'étiquette LREM, sauf qu'il n'était pas soutenu par LREM. Et du coup, disons, voilà, il y a c'est une espèce d'accident de parcours un peu idiot, et que à ce titre-là, effectivement, je pense que Jean-Luc Mélenchon a... Et le score ne faisait pas appel, je crois qu'aux entours c'était du 60-40. Vraiment pas, mais alors bon, le problème c'est la participation. Et c'est là où... c'est comme pour toutes les élections partielles, de toute façon. Exactement, les partielles, encore plus que les législatives, il y a des scores qui sont absolument effrayants. Là, pour les élections là, qui arrivent, hier on faisait une émission sur la jeunesse. Je crois que c'était un sondage Odoxa qui donnait 61% d'abstention chez les jeunes. Ouais. C'est assez... C'est effrayant. Allez voter, je vous en supplie, allez voter pour notre démocratie, allez voter. Et on a Nerels qui nous dit, est-ce qu'il, donc Jean-Luc Mélenchon, arrêtera la politique s'il perd les législatives? Non. Il continue. Est-ce qu'il a 2027 en vue? Alors peut-être, j'ai écrit un papier en ce sens disant il ne l'écartait pas, il ne renonçait pas absolument à cette hypothèse-là. Disant que, après tout, en 2027, il aura l'âge de Joe Biden aujourd'hui, me semble-t-il. Donc 70 ans plus 5. Pourquoi pas? Après, évidemment, rien n'est encore dessiné. On ne sait même pas ce que sera cette première année présidentielle, on ne sait même pas ce que va devenir la guerre en Ukraine, on ne sait même pas ce que vont être les conséquences de la crise économique. On ne sait même pas, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Une chose qu'on sait, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne se représente pas lui-même à Marseille ou ailleurs, parce qu'il a pas mal bougé, il faut le dire. Et donc il ne se représente pas, il veut rester à distance de ce que sera cet intergroupe de la NUPES, ou je ne sais pas comment vous dites. Moi je dis NUPES. NUPES, moi aussi. Alors il y en a qui disent NUP, il y en a d'autres qui disent NUP. Moi je dis NUPES parce que je pense que le S de social a son poids. On dit bien PS, on ne dit pas P. Absolument, on ne dit pas le P. On a une autre question de Sam qui commente pour la première heure, qui fait Mélenchon élu, cela redonnera à la 5e République un côté démocratie parlementaire. Est-ce qu'au final, ça ne viendrait pas embêter LFI et la NUPES dans leur volonté de 6e République? Alors déjà, le Premier ministre n'est pas élu, mais de fait, c'est un raccourci, une facilité de langage pour dire que si l'intergroupe et la NUP avaient la majorité absolue, eh bien, effectivement, il pourrait être désigné par Emmanuel Macron, choisi par Emmanuel Macron. Est-ce que ça ne viendrait pas ralentir? Alors, je pense que déjà, il ne se poserait pas la question. Il affirme qu'il a les moyens pour constituer son cabinet. Moi, pour constituer le cabinet de tous les ministres qu'il aurait, moi, je ne suis pas si certaine que ça. J'ai un tout petit peu des doutes là-dessus, sur leur capacité à vraiment constituer des cabinets solides et nombreux. Voilà. Après, on dit toujours que la gauche en elle-même, toute la gauche rassemblée pourrait pourvoir, effectivement. Il y a encore des forces aussi socialistes qui ont... mais enfin, c'est pas du tout anodin de constituer des cabinets. C'est un peu la question qui se pose aussi pour Reconquête et le RN, s'ils arrivaient au pouvoir, c'est la question avec qui ils gouverneraient et avec qui ils feraient. Avec quels moyens, voilà, parce que ça ne s'invente pas de travailler en cabinet, c'est une vraie formation. Et puis pour la 6e République, oui, peut-être que ça ne lui permettrait pas de faire avancer ses dossiers de la façon avec laquelle il les aurait fait avancer s'il avait été chef d'État, parce qu'évidemment, il faudrait qu'il négocie avec Emmanuel Macron, et tout n'est pas avec le Sénat, évidemment. Mais justement, c'est la question qui arrive. Et s'il gagne, arrivera-t-il à cohabiter avec Macron? Alors j'étais en déplacement à Strasbourg la semaine dernière avec donc
Jean-Luc Mélenchon. Il y avait aussi Sandra Regoll, qui est la numéro 2 des écologistes, qui se présente à Strasbourg. Qui est la fille du précédent que tu évoquais avant, le monsieur Regoll Non. Ah, il n'y a aucun lien. Non, je ne crois pas. Non, c'est Revol. Ah, Revol. René Revol, j'avais entendu pas Regoll. Regoll. Non. Et alors, du coup, Sandra et Jean-Luc Mélenchon, pendant une conférence de presse avec la maire d'ailleurs de Strasbourg, Jeanne Barséguian, Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de dérouler un petit peu comment il ferait. Bon. Et on avait le sentiment qu'il y était vraiment. C'était amusant dans sa tête, enfin amusant, original d'un point de vue politique. Et il disait, il y a des questions sur lesquelles le chef de l'État a la préséance, et notamment les questions régaliennes de défense. Et là, Jean-Luc Mélenchon disait, oui, mais alors ça va être compliqué, comment est-ce qu'on va faire ? Et il admettait que dans ce cas-là, il fallait que la France parle d'une seule voix à l'international, et que donc il laisserait au chef d'État, et donc à Emmanuel Macron, la priorité sur les questions évidemment de droit international, sur les questions de défense, sur les questions de représentation des intérêts de la France à l'étranger, mais tout en disant qu'il allait falloir négocier et que ce ne serait pas simple et que ce serait sans doute un peu un bras de fer et que ce serait ceci et cela. J'imagine Alexis Kohler et tous les collaborateurs d'Emmanuel Macron écoutant Jean-Luc Mélenchon et se disant la chose n'est pas encore arrivée. Et de fait, elle n'a quand même, je le répète, que peu de chances d'intervenir. Oui. Justement, on a Kerner qui évoquait le sondage BVA. Ça tombe bien, je voulais qu'on l'évoque. Il dit, sondage publié à l'instant, 64% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron ne dispose pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Je vais switcher si ça ne s'affiche pas. C'est pas grave, on va le commenter. Bougez. Voilà, c'est bon, vous l'avez sous les yeux. Il n'est pas là, il est là. Donc c'est sondage BVA pour Orange, RTL, BVA. On est obligé de le préciser parce que, sachez-le, si on ne précise pas qui est le commanditaire du sondage, on peut avoir une amende. Donc ça fait toujours bien de le préciser. Donc voilà, c'est un sondage pour BVA. Donc là, vous voyez, ça, déjà… RTL et Orange. RTL et Orange. Suivez-vous l'actualité de la campagne électorale pour les élections législatives. On est quand même qu'à 38% qui s'y intéressent, 61% pas beaucoup. Et on voit que ceux qui s'y intéressent le plus, c'est les 25-34 ans, étonnamment, dans ce sondage. Et on voit que c'est les LFI et les LREM qui s'intéressent le plus à la campagne. Ce n'est pas très étonnant, c'est le principal duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Mais on voit que ELV et le PS, moins. C'est 43-41. Sans doute au prorata, ce qui n'est pas quand même trop mal, mais c'est sans doute au prorata de leur représentation de leur candidat sur le terrain qui est moins forte que celle des Insoumis. Je vois LR aussi à 46%, sachant qu'on me disait dans un précédent sondage que les LR allaient voter fortement parce qu'effectivement c'est aussi un électorat assez âgé et c'est l'électorat âgé qui vote beaucoup. Parce que ce sondage-là qui dit que cette campagne est peu suivie par les Français, elle est assez raccord avec ce que nous disions précédemment sur le peu d'appétence ou le peu d'envie d'aller voter, le risque de taux d'abstention. Après, c'est compliqué aussi parce que, je ne sais pas, je suis très dans l'expectative de savoir quel va être le taux de participation. Est-ce qu'on va battre le record d'abstention ? J'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma, je ne lis pas dans le mar de café, j'ai de l'eau dans mon verre. Je n'en sais rien. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut aller voter pour la démocratie. Là, je parle à titre personnel. Et je pense que si les Français n'ont pas envie d'avoir Emmanuel Macron à la tête de l'État, qu'ils soient conséquents et qu'ils aillent voter. S'ils veulent les soutenir, eh bien qu'ils soient conséquents, qu'ils aillent voter. Moi, je comprends souvent assez mal cette espèce de dichotomie entre les souhaits des Français et une très faible participation. Évidemment, ça mériterait d'y consacrer toute une émission. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver le chemin de son bureau de vote et pourquoi est-ce qu'on a la flemme de se lever parce qu'on a parfois un personnel politique qui ne répond pas aux attentes, qui ne donne pas le sentiment d'être à l'écoute. Et ça aussi, c'est un vrai problème, et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas le sentiment peut-être parfois d'être entendus. Et on a une question dans le chat de Soso22456 qui dit finalement, est-ce qu'on n'exagère pas le possible scénario d'une cohabitation pour pimenter les législatives qui auraient eu peu d'intérêt ? Évidemment, c'est une stratégie, on en parlait tout à l'heure. C'est une stratégie maligne qui n'est pas totalement impossible parce que la Constitution prévoit en effet
que la couleur du gouvernement corresponde à celle du groupe parlementaire le plus important. Donc ça n'est pas impossible, mais enfin 289 députés insoumis ou de la NUP, évidemment insoumis non seulement, mais de la NUP, c'est-à-dire socialistes, communistes, écologistes, voilà. Ce que je pense, c'est que ça peut insuffler une dynamique. C'est l'objectif, et cette dynamique peut permettre, peut-être éventuellement, et ce n'est même pas assuré, mais peut-être, parce que je pense qu'effectivement la participation des LR va être quand même forte, mais ça peut permettre à l'intergroupe, au moins de la NUPES, sinon au groupe des Insoumis, d'être majoritaire à l'Assemblée. Et ça a des conséquences importantes, parce que le premier groupe d'opposition peut avoir un rôle majeur à l'Assemblée. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier groupe d'opposition actuellement dans la mandature actuelle, donc qui va se terminer dans quelques jours, c'est LR. Et pourtant, l'opposition LR, on ne l'a pas tellement vu pendant... Enfin, on a surtout entendu LFI, qui est un groupe qui est extrêmement actif, mais les LR, on les a, enfin, à titre personnel, j'ai trouvé un peu transparents. Alors, tout dépend de ce que l'on entend, et tout dépend de ce que l'on regarde. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous pensez aux Insoumis, vous pensez à qui? À François Ruffin. Il y a eu des millions de vues, millions, j'exagère peut-être, mais je pense plusieurs millions sur son intervention sur les personnels chargés de la propreté à l'Assemblée. On a eu des moments très forts, évidemment, avec Adrien Quatennens, qui est un rhéteur et député donc, du Nord, Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis, des figures fortes. Voilà. Après, tout dépend de ce que l'on cherche. Ça, c'est la communication de l'Assemblée. Ce que l'on peut se dire, c'est que les députés LR ont participé au travail de l'Assemblée. Et dans les commissions dans lesquelles ils étaient, et c'est ce travail de fond qui passe souvent en dessous du radar d'une communication médiatique. Et on peut le regretter parce qu'en fait, ce dernier quinquennat, ce dernier mandat parlementaire a été marqué quand même par le peu de poids donné au travail ou disons aux décisions ou disons à l'indépendance normalement du législatif par rapport à l'exécutif. J'en discutais avec Gilles Carrez, qui fut président de la Commission des Finances, qui fut rapporteur, qui a passé 30 ans, un pilier de l'Assemblée, une figure assez impressionnante sur la finance publique, qui est vraiment reconnue par tout le monde, y compris par les oppositions, et qui me le disait, qui regrettait que vraiment l'Assemblée et le groupe en particulier des députés marcheurs n'aient eu que peu d'initiatives, peu d'indépendance, peu de liberté, et finalement que leur travail ait été assez... et comme vous le disiez, comme tu le disais, assez peu notable. Ce qu'il faut aussi souligner, dernier point, c'est que normalement, c'est l'opposition, effectivement, qui est à la tête de la commission des finances. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, il y a 8 commissions à l'Assemblée, il y en a certaines qui ont plus de poids que d'autres. La commission des finances a un poids colossal, et c'est vraiment, vraiment important. C'est un enjeu énorme, j'ai consacré un papier à ce sujet il y a 2 jours. Et aujourd'hui, c'était Éric Woerth qui occupait cette présidence de la Commission des Finances. Sauf qu'Éric Woerth, il n'est pas chez Emmanuel Macron. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas tellement pu jouer son rôle d'opposant. Et puis, il n'a pas, dans cette commission, avant qu'il ne rejoigne Emmanuel Macron, pas vraiment été aussi actif que d'autres ont pu l'être précédemment, comme par exemple Gilles Carrez. Voilà. On a beaucoup de gens dans le chat, chez eux, on est une vingtaine à nous regarder, c'est beaucoup, merci beaucoup. Et d'ailleurs le travail législatif, ça va être l'un des sujets sur la chaîne de Pure Pause, vu qu'on va suivre les travaux législatifs et on aura des lois qui vont être élaborées ici. On rappelle Caroline Janvier, durant cette mandature, est venue ici préparer avec Pure Pause son projet de loi sur la surexposition des écrans aux enfants. On a auditionné des ministres ici, notamment Adrien Taquet qui est venu sur Pure Pause. Là, on a ce chiffre-là, 59% des Français ne connaissent pas le nom de leur député. En vrai, c'est beaucoup, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Oui, c'est beaucoup. Je pense que c'est à moduler en fonction du territoire dans lequel on habite. Je pense qu'en zone rurale, on connaît un peu mieux son député. Alors, il n'y a pas la... C'est ça qui est dommage. Mais de fait, alors évidemment, l'âge, plus on monte en âge, plus on connaît son député. On voit que c'est surtout les CSP- qui s'y intéressent moins et les CSP+. Évidemment, toujours cette même disparité liée aux catégories socio-professionnelles.
regrettable et disons l'attrait par rapport à la politique. Ceux qui ne votent pas ont encore moins de possibilités de connaître le nom de leur député. Souvent quand on va voter quand même on s'intéresse aux résultats. En zone urbaine, c'est parfois encore plus difficile. Et c'est vrai que c'est très différent. On connaît le nom. Vous auriez le même sondage sur le nom du maire. Je suppose que les quelques personnes qui nous écoutent, nombreuses, connaissent le nom de leur maire. Ça, c'est vraiment la démocratie de proximité. On le voit souvent dans les sondages. Alors, je ne sais plus qui fait, quel institut fait ça, mais sur la confiance dans les autorités politiques en France. Et qui voit que la confiance envers le gouvernement, les députés est très très faible, mais que la personne politique à qui on fait le plus confiance, c'est son maire en fait. Voilà, sachant que le député a quand même lui-même devrait avoir... je vois effectivement Guy Coffil, moi je connais le nom de ma députée car c'est toujours bon de connaître qui sont nos ennemis. Guy Coffil qui est une tendance UPR, etc. Et c'est toujours bon de connaître qui sont nos ennemis, oui, absolument, mais c'est toujours bon aussi de connaître qui nous représente. C'est ça. Voilà. Sinon, on a, le sondage n'est pas très long. Parmi les éléments suivants, quel est celui qui compte le plus pour faire une opinion de votre député? Le programme qu'il défend, 53%, son étiquette politique, 20%, son implantation locale, 17%, sa personnalité, 9%. Alors moi, que l'étiquette politique soit si basse, ça m'étonne un petit peu. Parce que les gens votent beaucoup plus pour l'étiquette que pour le programme, bien souvent. Oui. C'est étonnant, le programme qu'il défend, c'est parce qu'il y a peut-être une mesure phare, la retraite à 60 ans par exemple. Là, je pense que dans le programme de la NUP, les Insoumis mettent Jean-Luc Mélenchon à Matignon. À Matignon. Et donc, dans ce cadre-là, oui, après, le programme... parce que quand même, d'ailleurs, il faut s'en réjouir, c'est le fond qui arrive en premier. Et on voit, c'est très intéressant quand on regarde sur le côté le détail. Par exemple, pour les professions des personnes interviewées, pour les retraités, 25% pour l'implantation locale, pour 13% pour les CSP+, les CSP-. Ça montre, et pareil pour l'implantation locale, les 65 ans et plus, c'est 24%. Alors pour les 18-24, c'est 8%. On voit qu'il y a vraiment un fossé générationnel dans les réponses. Et c'est assez intéressant à voir comme chiffre tout de même. Parfois parce que 18-24 ans, on habite plus là où on a grandi, parce qu'on commence son activité professionnelle, parce qu'on étudie, et le lien avec les territoires est parfois un peu plus dilué. C'est vrai. Voilà, c'est mieux que dissolu. Et là, on a évoqué du coup le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron ait la majorité ou non? 35% veulent qu'il ait la majorité, 64% non. Ça ne bouge pas par rapport à la précédente vague qui était celle du 27-28 avril. Et les REM, ils sont quand même 7% à vouloir qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité. Oui, je ne sais pas ce que c'est que ce résidu de personnes. Et il y a la même part chez la France Insoumise pour qu'il ait la majorité. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et sinon, voilà. La bipolarité des Français, c'est-à-dire qu'il y a 38, je crois, on a dit, qui veulent la majorité, mais 57 pensent qu'il aura la majorité. Donc c'est la dichotomie, c'est le terme qu'on évoquait tout à l'heure. Disons, c'est le réalisme. Voilà. C'est plus intéressant comme terme. Voilà. Et justement, on en parlait, donc souhaiteriez-vous à l'issue des législatives, Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, 31% de oui, 68% de non. Et on voit dans le détail que seulement 48% des sympathisants ELV souhaitent que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Donc ça, c'est un chiffre qui peut paraître étonnant vu qu'ils sont membres de la NUP. Alors que pour Elisabeth Borne, Première ministre, on est sur du 41-57. Et on voit que chez LR, ils sont quand même 60% à vouloir qu'elle reste, alors que les ouvriers sont 65% à vouloir qu'elle ne soit pas là. C'est des chiffres assez intéressants. Oui, tout à fait. Et on voit qu'en proportion, Jean-Luc Mélenchon est nettement plus rejeté, vu que c'est du 49%, pas du tout, alors qu'Elisabeth Borne, c'est du 31%, pas du tout, et que inversement, le oui tout à fait est plus important pour Jean-Luc Mélenchon que pour Elisabeth Borne. Ça montre à quel point Jean-Luc Mélenchon est très clivant du coup, ce sondage. Évidemment, y compris au sein de la NUP pour certains. Moi, je discutais avec des écologistes qui me disaient évidemment ce qu'il faut, c'est... J'ai discuté avec David Cormand, qui est l'ancien patron de LV, qui est député européen aujourd'hui, qui passe son temps à beaucoup réfléchir, et qui me disait que Mélenchon à Matignon, c'était un produit d'appel, mais que ce qui comptait, c'était de porter le plus de députés à l'Assemblée. Et donc là, on sent un petit peu la nuance.
on est loin des fans insoumis qui veulent absolument porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon, dont c'est l'objectif. Voilà. On le voit sur son clip de campagne d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon se met en scène. Oui, et c'est assez normal. Et le clip de campagne des écologistes met Julien Bayou en scène, et le clip de campagne des socialistes met plutôt des socialistes en scène. C'est de bonne guerre, c'est logique. C'est vrai que Quotidien avait un peu moqué l'émission, le clip de la NUP en disant qu'on ne voyait que Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce que c'était le clip des Insoumis. Et donc chacun le sien. La NUP, ça n'est pas un parti, c'est une association de partis, c'est un projet d'intergroupe. On est encore loin et d'ailleurs je pense que ça ne sera jamais un parti. Et d'ailleurs à noter que comme le ministère de l'Intérieur a refusé l'étiquette commune NUP, chaque parti a son clip de campagne, ce qui n'est pas le cas de Ensemble. Oui. Donc voilà, on voit Jean-Luc Mélenchon on voit Clémence Guettet, on voit les siens tout à fait, on voit Julien Bayou. Il n'est pas petit flouté peu sur le coin. Non, tout de même pas. Il y a des gens floutés dans le clip, mais c'est pas. Voilà, ça c'est le. Émeric Caron, qui est candidat pour Rêve. Absolument, associé aux Insoumis. Sophia Chikirou ici. Qui est très importante dans la campagne. Qui est très importante, qui est une stratège très très proche de Jean-Luc Mélenchon. On voit Clémentine Autain, on voit. Alexis Corbière, au premier rang, du coup, là on voit Mathilde Panot. Ouais. Et là, Jean-Luc Mélenchon, le V de la victoire. Enfin, il nous fait un peu la période 36. Oui, mais c'est pas mal, je trouve leur. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ici, on voit aussi. Il est quand même très mis en avant pour quelqu'un qui n'est pas candidat, mais comme il est candidat au Premier ministre. Voilà, et puis Manuel Bompard. Alors justement, Manuel Bompard, toi qui es spécialiste de la gauche, est-ce que c'est le dauphin ? Disons que c'est celui qui était un petit peu dans la hype pendant cette campagne, c'est celui qui a pris la lumière. Il est revenu, il a quitté le Parlement européen, il tente de se faire élire à Marseille alors qu'il venait de Toulouse à la base. On sent bien, il n'a pas du tout le même charisme que le chef, pour utiliser un petit peu le vocabulaire de la maison. Il est extrêmement proche de lui, comme d'autres. Il y a des petites tensions peut-être intérieures de savoir qui peut être le dauphin. Je pense qu'une des convictions de Jean-Luc Mélenchon, c'est que personne ne pourra jamais le remplacer lui. Voilà. Je parle peut-être et ça par excès de modestie ou juste parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur? Non, je pense que par excès d'orgueil. D'orgueil, c'est plus le mot que je cherchais que modestie. Disons, par manque de modestie, je ne sais pas. Disons non, pas par conviction. Je pense qu'il a une haute estime de lui-même, mais je pense qu'il n'a pas tort de l'avoir, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même il restera, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas parti loin de là, mais il restera en tout cas comme une figure majeure de cette Ve République. Pour l'instant, autour de lui, il ne voit peut-être pas quelqu'un susceptible d'incarner ce que lui-même, cette espèce de force de rassemblement. Je ne sais pas si aucun de ceux qui sont autour de lui, on parlait donc de Manuel Bompard, mais il y a aussi Adrien Quatennens, il y a aussi évidemment Mathilde Panot, il y a aussi Alexis Corbière. Il y a beaucoup de gens, moi je sais que dans les chats de temps en temps, il y a des premiers gens qui sont là. Quatennens tient la barre quand même, il est très populaire. Tient la barre absolument. On va voir comment il est réélu, sans doute très facilement. Moi je voulais aller à un de ces meetings parce qu'il y a Hubert Félix Stéphane, voilà, que j'aime énormément et que j'aurais bien aimé entendre, et puis j'ai pas pu y aller. Ce sont les affres de la campagne, on a beaucoup de sujets à suivre. Voilà, après non, je pense que c'est compliqué l'avenir de la gauche, là on n'y est pas encore. Elle va encore vivre un quinquennat compliqué, le temps de se... Forcément, on va voir combien de temps tient cet intergroupe, s'il y en a un, de la NUPES. On va voir comment, est-ce qu'il y a éventuellement un 4e tour social dans la rue à la rentrée prochaine.
Je parlais tout à l'heure de la guerre en Ukraine, on est au 100e jour aujourd'hui, avec une pensée très très forte pour les Ukrainiens. Et pour le journaliste français Absolument, notre qui a confrère été, de BFM TV. tout à fait. Et tous ceux qui meurent là aujourd'hui. C'est le deuxième journaliste français à avoir été tué lors du conflit. Absolument, le premier travaillant pour une carte américaine. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Je pense que même Emmanuel Macron est dans une incertitude assez forte. Et en tout cas, c'est sans doute la raison pour laquelle, on se posait la question tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité se représenter au Parlement, donc garder de la distance, avoir un peu de hauteur. Il n'a aucune envie de se mêler à toutes les batailles qu'il pourrait y avoir au sein de l'Assemblée. Et notamment la première peut-être pour justement la présidence de cette commission des finances, parce que les Insoumis ne sont pas les seuls à vouloir la briguer. Les socialistes aussi, peut-être les écologistes et les communistes. Et imaginons, il y a une majorité NUP. Est-ce que toi, tu as entendu des bruits de couloir sur qui pourrait être à la tête du perchoir ? Non. Là-dessus, pour l'instant, forcément quelqu'un d'expérimenté, forcément un parlementaire qui aura un ou deux mandats derrière lui. Ça pourrait très bien être un Adrien Quatennens, pourquoi pas, justement. Ça deviendrait du coup, je pense, le plus jeune président. À vérifier, parce que là, il faudrait faire appel à des journalistes qui ont des mémoires colossales comme Guillaume Tabar chez nous ou d'autres. Mais en tout cas, ce serait sans doute un des plus jeunes, oui, qui ne soit pas vice-président. Mais pour l'instant, le sujet n'y est pas encore. Mais c'est une vraie question. Et justement, faisons un peu de politique fiction. Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour la NUP. Combien de temps, selon toi, il faudrait pour que ça commence à se cristalliser un petit peu, qu'il y ait des petites tensions en interne dès le premier jour, ou tu penses qu'il y aura une période de paix et Attends, après... j'ai pas compris quelle éventualité. Alors, Mélenchon Premier ministre, d'accord. majorité absolue à l'Assemblée nationale pour la NUP. Déjà, il faudrait qu'il constitue son gouvernement. C'est ça. Voilà, donc avec qui ? Ah, tu penses que là, si le gouvernement ne satisfait pas les membres de la NUP, tu penses que dès la constitution du gouvernement, ça peut commencer à se cristalliser ? En tout cas, il faudra voir comment se constitue ce gouvernement, avec qui, dans quelle ambiance, les conséquences éventuellement dans la rue. Il y a quand même, on l'a entendu, de fortes réticences à l'idée que ce gouvernement puisse être là. Bon, moi j'avais des confrères qui déjeunent régulièrement. Moi je ne suis pas en charge de l'exécutif, donc ça n'est pas trop mon cas, mais qui déjeunent avec des ministres qui disent bon, bah, si c'est le cas, c'est la démocratie, il faut la respecter. D'autres qui sont beaucoup plus tendus. Je crois qu'il y a voilà, c'est assez partagé. Une chose est certaine, c'est qu'il y aura de la tension tout de suite. Le premier jour, la première heure, ça va partir en vrille. Mais j'espère que la démocratie sera respectée et que tout le monde saura garder son sang-froid. Et de toute façon, l'administration de l'État est toujours là pour pallier aux éventuelles crispations politiques. Bon, bah, visiblement, ce serait effectivement le plus jeune. Je pense, mais à part Rugy, il est 73-2017, donc non. Donc 73-50 ans. Parce qu'il a 35 Quatennens, oui, donc ce serait le plus jeune de la cinquième en tout cas. Moi je le pense. Ouais. Ok, mais alors... nous n'y sommes pas. Oui, tout à fait. Et autre Mais question sur, encore une fois, majorité absolue. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gens, quelques mois après, au sein de la NUP, qui participent au vote d'une motion de censure d'un gouvernement NUP ? Tout est possible, bien sûr. Oui, tout est possible. Tout est possible de la même façon qu'on avait connu sous la 5e. Alors là, il faudrait revenir à des tas d'époques révolues. Mais il faudra déjà que Jean-Luc Mélenchon soit désigné par l'ensemble des groupes de la NUP, de la NUPES. Vous voyez, je me reprends, je dis NUP plus naturellement que NUPES. Et en fait, il pourrait se passer n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Emmanuel Macron pourrait profiter d'une faille disons, une faille au sein de la NUP pour essayer de présenter quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon?
ça n'est pas complètement impossible. Est-ce que même Macron ne pourrait pas faire un pied de nez à Mélenchon, dire je vous mets un Premier ministre NUP, mais pas Mélenchon, enfin Oui, NUPES, si, mais pas si, Mélenchon. si. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il rentrerait dans Ouais. une faille, profitant d'une division au sein de la NUP, et puis disant, Ouais, voilà, ça. en fait, et donc ça, c'est évidemment pas impossible, ça a déjà été le cas. Il y a déjà eu bon... Julien Bayou PM. Ouais, pourquoi pas, ou Valérie Rabault, Ah qui oui. est à la présidente du groupe socialiste. Est-ce qu'il pourrait du coup justifier qu'elle rentre, que ce soit une femme, alors elle était, rappelons-le, dans les noms des premiers ministrables? Absolument, ça lui a été proposé, ou disons qu'elle a été approchée par des proches du chef de l'État. C'est ce qu'elle affirme en tout cas, elle me l'a encore redit hier. Et toi, tu as Parce que des infos de j'étais, l'autre côté sur l'approche de Rabault? C'est toujours, alors sur l'approche de Rabault comme sur celle de Carole Delga d'ailleurs, c'est toujours un tout petit peu compliqué de savoir exactement qui les a approchés, quel est le degré disons, d'autorité qu'ont les personnes qui ont approché ces donc potentiels premiers ministres, premières ministres, chefs du gouvernement. Je discutais avec Carole Delga hier, donc la présidente de la région Occitanie, socialiste, qui me parlait de chefs d'entreprise, de profs du chef de l'État, qui avait plutôt présenté sa candidature au chef de l'État, plutôt que le chef de l'État n'avait missionné des proches pour aller la tester. Vous voyez, si vous comprenez un peu la nuance. Voilà. Ouais. Elle a fait offre de ses services. Non, ça n'est pas elle qui a fait offre de ses services. Ce sont des personnes qui ont pensé qu'elle serait une bonne Premier ministre et qui ont suggéré à Emmanuel Macron de la prendre comme Premier ministre. D'accord. Et autre hypothèse, une majorité mais relative cette fois-ci, il se passerait quoi? Une majorité relative pour La République En Marche, pour Ensemble. J'ai envie de dire un peu toutes les situations aussi, parce que visiblement, vu les derniers sondages, ça commence à se resserrer et le parti présidentiel, les projections rapprochent de plus en plus d'une majorité seulement relative pour lui. Qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de majorité relative pour Macron, même pour la NUP? Il va devoir évidemment négocier avec les partenaires, les adversaires. Alors évidemment, ça dépend. Si c'est Ensemble qui n'a pas la majorité absolue, après il y a l'AREM Future Renaissance avec Horizon et Modem, donc il y a plusieurs configurations. A priori, on voit qu'il pourrait avoir la majorité absolue avec Horizon et le Modem. Mais effectivement, tout va dépendre de la participation. On est encore quand même... on est à 10 jours du premier tour. C'est ça. Même moins de 10 jours. Non, 10 jours. 10 jours. Vendredi, samedi. Et 7 plus 3. Ouais. Ça va vite, hein. C'est passé vite. Ça va très vite, c'est assez impressionnant. Et rappelons que là, il y aura, à l'inverse de la présidentielle, qu'une semaine entre les deux tours. Oui, et donc ça va aller très très vite. On est déjà quasiment au deuxième tour. Enfin, non, on laisse faire campagne aux candidats. Et puis évidemment, si la NUP a une majorité relative, ben évidemment, ça va être extrêmement compliqué aussi. On est un peu dans des scénarios, tout le monde ne les aborde pas parce qu'en fait, on voit bien que ce qui risque d'arriver le plus probable, c'est une majorité absolue ou relative pour les marcheurs et un groupe parlementaire, premier groupe d'opposition pour la NUP, à moins que ce ne soit LR qui soit le plus gros groupe. Parce qu'est-ce qu'on considérera l'intergroupe ou est-ce qu'on considérera un groupe? Il y a le RN aussi qui oui, absolument. Et même qui pourrait être devant, ce qui serait un tremblement de terre. Si le RN est devant le LR, c'est un vrai tremblement de terre. Ce serait un vrai tremblement de terre. A priori, l'électorat LR vote plus, étant donné sa composition, que l'électorat Reconquête, que l'électorat du RN. Encore que pour Reconquête, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour celui On parle de du 0 RN, à 4 députés pour Reconquête. Oui, voilà, non, franchement, ça n'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour le RN, Marine Le Pen en a bien conscience, qui n'a pas cherché à s'affronter à Jean-Luc Mélenchon. Elle n'a pas du tout essayé voilà. Mais je discutais hier avec un des candidats à Saint-Gaudens du RN, me disant, nous aussi, nous parlons du troisième tour et nous aussi, nous mobilisons sur la participation. Mais elle est inaudible. Inaudible, en tout cas, elle ne cherche pas à faire de cette élection un enjeu majeur parce qu'elle sait que son électorat vote assez peu. Elle a d'ailleurs refusé le débat, tout comme Elisabeth Borne proposée par France 3 Région. Ils ont toutes deux refusé.
quand même assez dommage pour le débat. La démocratie, absolument, de la même façon que Emmanuel Macron, même si on peut le comprendre, n'avait pas accepté de participer au débat pour la présidentielle. Alors, avant qu'on passe au débat sur Purpose, moi j'aimerais juste te faire réagir à cette phrase d'Olivia Grégoire, qui est la porte-parole, la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui fait j'ai perdu la ligne. Ce qui me frappe, c'est que la NUPES est accordée. Non, oui. Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas une majorité pour faire avancer le pays, mais une minorité pour le bloquer, c'est-à-dire bloquer le pouvoir d'achat, la réforme de la santé et l'écologie. Jean-Luc Mélenchon accumule les mandats depuis désormais 35 ans et au final, qu'y a-t-il dans son bilan? Rien. Il cherche à exister, pas à gouverner. C'est l'attaque classique, frontale, entre les marcheurs et les insoumis. On a vu des tas de placards de communication politique en parlant de débat de dupes et non pas de NUP pour dénoncer les différentes propositions avancées par Jean-Luc Mélenchon, qui a lui-même proposé un débat d'économistes. Je ne sais pas s'il aura lieu, je pense qu'on peut en douter, on n'est plus là-dessus, on est vraiment, et c'est dommage d'ailleurs, mais dans la communication un peu le gros rouge qui tâche contre les insoumis, et de l'autre côté, une dénonciation systématique de ce que fait le gouvernement sans nuance. Hélas, on est front contre front. Ce qu'il faut espérer, c'est que localement, dans les circonscriptions, il y a aussi un vrai débat sur les enjeux locaux, parce qu'il est vrai que ces parlementaires sont des députés de la nation, c'est un mandat national, mais ils doivent être aussi se faire l'écho de ce qu'il passe sur le terrain. Et donc, encore une fois, hier, et comme les derniers jours ailleurs en France, on voit bien que les campagnes se font beaucoup sur des enjeux locaux. Ah oui, c'est primordial, parce que on va voir son député, on lui dit j'ai un problème, venez m'aider, le député essaye, on sait à quel point, en tout cas pour moi qui viens de la campagne, peut-être qu'en région parisienne c'est un peu différent, mais en campagne le député c'est vraiment quelqu'un qui peut aider. Certains d'ailleurs regrettent que le député ne puisse plus avoir son rôle de maire aussi. On a vu ce débat-là hier avec les trois jeunes candidates qui étaient présentes, et il y en avait une qui n'était pas d'accord avec ça. Elle disait mais s'il est élu député et maire, il peut pas faire, c'est pas possible. Quand on voit le travail que ça représente. Voilà. Après, ça dépend sans doute de la taille de la ville que l'on dirige. Oui. Tout est toujours relatif. Sur 4 maires de Toré-la-Rochette, c'est pas maire de Paris. Voilà, exactement. Alors on va passer du coup au débat du mois sur la plateforme, ça s'affiche, voilà. Donc vous voyez, il y a eu 247 commentaires, 3100 votes, 2800 participants. Bon, évidemment, les Insoumis ont très largement envahi le débat, mais c'est le jeu. On est à 77% pour une cohabitation, 23 contre, donc on voit que par rapport au sondage qui a été fait dernièrement, c'est totalement inversé. Alors on ne va pas lire les 247 arguments parce que sinon on va être là jusqu'à minuit et on n'a pas que ça à faire, sans vous faire offense, chers téléspectateurs. On va juste regarder les commentaires les plus likés des pour et contre. Donc on va commencer par Carmen qui dit « C'est un extrémiste de gauche, il est aussi dangereux que Marine Le Pen ». Ça c'est un reproche qu'on fait beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Il serait d'extrême gauche. Alors toi qui connais bien le sujet, qu'est-ce que tu en penses? Mélenchon d'extrême gauche ou pas? Non, moi je distingue nettement des partis d'extrême gauche et la gauche radicale. Chacun a son vocabulaire, nous avons le nôtre. Jean-Luc Mélenchon est dans une gauche de gouvernement. Après, les mesures, et d'ailleurs les 650 mesures communes avec le PS, avec les écologistes, les communistes, montrent bien qu'il est partie prenante de cette gauche de gouvernement. On a beaucoup dit sur l'Europe, les écologistes et les socialistes ont mangé leur chapeau. Sur le fond, c'est plutôt les insoumis qui se sont un peu recentrés parce que les écologistes avaient déjà ce rapport un peu tendu d'autorité, même s'ils sont très europhiles, les écologistes, ils avaient sur la question de l'obéissance un rapport qui n'est pas du tout, qui n'est pas celui des socialistes, par exemple. Non, je ne dirais pas que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, je ne le comprends pas avec le NPA. Est-ce que dans son entourage, il y a des gens d'extrême gauche? C'est toute la question de savoir est-ce qu'il est révolutionnaire, est-ce qu'il est encore révolutionnaire, quel est le rapport. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit que la révolution, elle se faisait par les urnes. Il l'a toujours répété. Il n'est pas de ceux qui prônent la violence dans la société.
C'est plutôt un homme de l'ordre, d'ailleurs, paradoxalement. Je le disais tout à l'heure, le rapport qu'il a à l'autorité, il n'est pas du tout anarchiste pour parler des mouvements qu'il peut y avoir plus sur son aile. Gauche. Oui, et encore non, parce que les anarchistes ne se situent pas là, c'est trop compliqué de rentrer là-dedans. Mais de fait, ça n'est pas quelqu'un qui prône le désordre ou la violence, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais effectivement, après, je parle aussi de droite nationale ou de droite nationaliste. C'est toujours la question des extrêmes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre vie politique s'est polarisée, 3 pôles, et ça, je le regrette. C'est plus à titre personnel, je suis plus pour une diversité politique. Et donc, je pense important que chacun y retrouve ses petits. Et là, cette aspiration en 3 pôles où les partis politiques ne sont absolument pas démocratiques ni pour les uns ni pour les autres. Moi, ça ne me plaît pas quand on voit Richard Ferrand qui a demandé à tous les candidats, Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée, aussi défenseur, disons, très, très actif au sein du parti majoritaire, obligeant les candidats et les députés sortants à mettre la figure d'Emmanuel Macron sur ses affiches comme une obligation, de la même manière que... Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des candidats à l'URM, au second tour, ils enlèveront la tête d'Emmanuel Macron. Moi, c'est des infos que certains candidats avec qui j'ai échangé m'ont donné. Au moins une des personnes avec qui j'ai échangé enlèvera, si elle va probablement être qualifiée, elle enlèvera la tête. Pour moi, ce n'est pas la question de le mettre ou de ne pas le mettre, mais d'avoir la liberté de le mettre ou de ne pas le mettre. Encore une fois, je parlais avec Gilles Carrez, donc, qui a été président de la Commission des Finances, qui est un pilier de l'Assemblée dont je parlais tout à l'heure, et qui me disait, mais je suis impressionnée de voir à quel point on a interdit aux députés LAREM de signer des amendements avec des membres avec des adversaires, par exemple. Et ça, je suis d'accord avec lui, je trouve ça assez incroyable. Et il pourrait y avoir les mêmes tensions chez les Insoumis ou les mêmes tensions au RN. Et donc, je trouve que aucun des 3 partis n'est très, très, très démocratique ou n'est très développé. C'est un peu ce que dit Alain 54800, donc il vient de la Meurthe-et-Moselle, qui dit on ne peut pas laisser ce gouvernement sans démocratie active. Les députés ne doivent pas suivre uniquement la ligne du président. Absolument. Ils représentent le peuple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On dirait des assistants bien obéissants. Absolument. Ce que Zemmour reproche souvent en étant des godillots. Oui, mais beaucoup, Zemmour n'a pas été le seul à le dire, beaucoup l'ont dit et ont regretté justement, peut-être parce que ça peut changer cette fois-ci, parce que les députés LAREM étaient pour certains, pour beaucoup, débutants dans la vie parlementaire. Et là, on peut espérer que s'ils sont réélus, ils prendront un petit peu plus de liberté. D'accord. C'est toujours important pour le bon fonctionnement de la démocratie, d'avoir ces 2 pieds législatifs et exécutifs. On est dans les 5 dernières minutes, j'ai l'impression d'être sur France 2. Cette union est une tromperie, un accord d'opportunité de partis qui ne partagent que peu de convictions. Le programme LFI est une catastrophe où on promet tout ce qui peut plaire mais qui conduirait à des demain qui pleurent. Comme après l'élection de Mitterrand et le virage à 180 degrés, 18 mois plus tard, le tournant de la rigueur. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu une déception qui est intervenue assez vite après 1981. Il y a eu aussi des conséquences économiques qui n'ont pas aidé, une situation économique qui n'a pas aidé François Mitterrand, mais de fait, il y avait beaucoup de rêves et la réalité est vite venue les cogner. Ce sera peut-être aussi le cas cette fois-ci. En cas d'élection, en cas de majorité. Absolument. Il est vrai, j'ai tourné à droite en 1981. Oui, j'aime bien les imitations. Oui. Je ne souhaite pas que le nouveau gouvernement, donc là c'est un argument pour de Ravalrez 09, je ne souhaite pas que le nouveau gouvernement Macron 2 applique son programme en continuité du précédent. Je pense que la France a besoin d'être gouvernée par des personnes convaincues de la nécessité de changer radicalement de logiciel politique. Cela devient urgent. Est-ce qu'effectivement, s'il y a un Mélenchon 1 du coup, est-ce qu'avec des vieux partis comme le PS, avec les écolos, etc., ça va vraiment pouvoir changer ou pas ? Est-ce qu'on va arriver uniquement en ayant un nouveau gouvernement d'une... Oui, quand même. Si jamais ça devait être le cas, je pense qu'il y a une possibilité d'agir qui est quand même assez inédite. On verra comment ça se passe, mais le Premier ministre a un réel rôle et il est quand même un peu maître chez lui, effectivement.
Et il y a Meyer qui dit une chose intéressante, c'est cohabitation, oui, puisque c'est le débat, Souhaité. mais pas Jean-Luc Mélenchon. Et la figure de Jean-Luc Mélenchon est clivante, très clivante, y compris au sein de la NUP, même si évidemment elle est quand même largement majoritaire. Mais je pense que ce serait intéressant d'ailleurs d'étudier ça de plus près, mais Jean-Luc Mélenchon plaît pas mal aux jeunes. C'est plus une question de génération. On voit que la NUP est à ouais. 64% chez les jeunes, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y en a que 33 qui veulent aller voter. Absolument, C'est souvent, moi, le problème. c'est souvent ce que je mets en avant des militants LFI qui disent oui, on est à 64%. Je fais oui, il n'y a que 33%, donc ça limite drastiquement l'effet quand même. Voilà. Et donc allez voter si vous le souhaitez. Et on va conclure un petit peu. Voilà, les Ouais. commentaires, bon, on voit à peu près. C'est Mélenchon, c'est un grand homme d'État. Mélenchon est trop radical. Là, par exemple, on a Charlotte qui nous fait oui à la cohabitation, oui pour un Premier ministre de gauche, mais Mélenchon apparaît comme un opportuniste démagogue. Une chose est d'être dans l'opposition, une autre est de participer à un gouvernement. Ses coups de colère, son manque de tact ne laissent pas présager des qualités requises pour le poste, à mon avis. Saura-t-il faire des concessions lorsqu'elles s'imposeront? Alors moi je pense pour le suivre depuis 2008 qu'il est capable de faire des concessions, mais je pense que c'est un homme extrêmement déterminé et qui s'il devait être au pouvoir, il mènerait à bien son affaire. Et justement, est-ce qu'en interne, ils y croient? Pas uniquement les Insoumis, mais est-ce qu'en interne, ils y croient encore à 10 jours du scrutin? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais cette dynamique est là. Et puis le Ils est différent. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon veut y croire. Peut-être qu'il pense que ça peut passer, que c'est juste, mais que ça peut passer. Moi, mon avis personnel, hein, je ne suis que Sophie Dravinel, je n'ai pas d'avis très très fondé autrement que sur les enquêtes, les papiers qu'on fait. Je pense, moi, qu'ils sont beaucoup plus conscients que c'est un produit d'appel et que c'est une dynamique pour essayer de contrer cette absence de participation qui pourtant a l'air quand même inéluctablement à 10 jours du scrutin de s'avancer, c'est-à-dire une abstention comme d'habitude très forte. Eh ben, c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Sophie, Merci d'être venue. Hugo, merci à vous tous. Eh ben, allez, à la prochaine. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.